Donc, en fait, le déroulement, je vous propose de le faire de la sorte suivante. On va se donner le temps de vous présenter un peu le club et l'association. Bon, on a commencé déjà à le faire. Donc, on va donner la parole à Mme Fouzier pour présenter beaucoup plus le club. Après, bon, on parlera un peu de vous. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Donc, on essaiera de voir un peu ce que vous avez fait comme carrière et donc, bien sûr, votre rôle que vous jouez au niveau de la CGM. Avant d'aborder peut-être les mesures, etc., j'aimerais bien vous écouter sur justement l'enquête de la CGM, l'enquête qu'a menée la CGM. Je pense qu'il y avait beaucoup de signification, beaucoup de chiffres et beaucoup d'informations. Tout de suite après, donc, si on peut parler des batteries de mesures qui ont été mises en place tout de suite, et bien sûr qui continuent à venir. Et en dernier lieu, si on peut parler d'après, donc comment notre économie évoluera et quels sont les scénarios justement de développement d'ici la fin de l'année pour les années à venir, pour un certain nombre d'activités et pour bien sûr l'économie marocaine de manière générale. Donc voilà, c'est les 3 ou 4 points qu'on essaiera d'aborder. Vous êtes d'accord sur le déroulement? Ça me va. Bah, très bien. J'essaie de retrouver l'enquête. Je ne sais pas si j'ai la dernière version, mais si vous voulez que je vous la projette, je peux vous la projeter. Vous l'avez? Oui, bien sûr. Vous l'avez ou là, c'est pas la peine? Je peux en parler sans la projeter, sinon, comme vous voulez. Quelle est l'enquête préliminaire? Quelle est l'enquête détaillée? Parce qu'il y avait une enquête préliminaire tout à fait au départ. Est-ce qu'elle a été complétée? C'est la même pour le moment? Je vais essayer de la projeter. Je vais voir si je peux la projeter. Et attendez, je vais l'envoyer. Alors, donc, en attendant, on est déjà, je pense, une trentaine de personnes de là qui nous ont rejoints. Donc, on est à 26. Donc, je pense qu'on a eu des confirmations de plus d'une cinquantaine de personnes. Donc, il y a encore des personnes qui vont venir. Et d'autres, malheureusement, qui n'ont pas confirmé. On démarre quand vous voulez. Ça va? Ça me va. Zayd, tu as la présentation? La présentation de l'enquête. Moi, je l'ai. Zayd, je peux t'envoyer si tu veux, si je préfère la projeter ou là, je la projette ailleurs. Très bien. Donc, tout à l'heure, on la fera. Et donc, on commencera par donner la parole à Mme Fouzia. Donc, si tu peux dire un mot sur le club des émistes entrepreneurs. Bien sûr. Merci beaucoup, Sejn Barry. Donc, je parlerai d'abord de l'association. Donc, c'est l'association de l'école Mohammedia des ingénieurs, plus de 10 500 ingénieurs. C'est 9 bureaux régionaux au Maroc. C'est 5 clubs, plus les bureaux Afrique, bureau Europe, bureau États-Unis, Canada. Donc, on est aussi worldwide, pas qu'au Maroc. On est aussi 5 clubs. Club entrepreneur qui a lancé justement cette initiative de webinaire aujourd'hui. Le club développement durable qui est présidé par Madame Asma El-Oufir. Club digital. Je précise les noms des femmes parce que… Exprès. Vous avez raison. Voilà, le club digital par Asma Husseini qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le RH, donc, qui était présidé par Hind Mziane. Et puis, le club Think Tank, c'est le dernier club qui a été mis en place, voilà, présidé, je pense, par Mounir Trefes, si je me trompe. Et le club Femmes Ingénieurs, présidé par chère Samia Al-Hanchi, qui est avec nous. Voilà, donc le credo principal de l'AIEM, c'est de fédérer les émistes et libérer leurs énergies pour un Maroc fort. Si j'en viens au club, le club entrepreneur, c'est le premier club qui a été lancé par l'association. C'est une plateforme d'échange de bonnes pratiques. C'est aussi une plateforme d'échange ou d'opportunités d'affaires. Et aussi est une force de proposition justement pour ne pas subir un petit peu ce qui se passe dans le marché marocain ou le marché mondial aujourd'hui. Voilà, donc c'est Abed tout à l'heure l'a précisé, on n'a pas de statistiques précises, mais on est aux environs de 1000 entrepreneurs.
Voilà. Le club travaille sur 3 cibles principales. La première cible, c'est les entrepreneurs confirmés. Et justement pour les supporter, les assister aussi. La deuxième cible, c'est les wannabes. Donc, on se doit quand même d'amener les ingénieurs qui ont travaillé dans le salariat de passer à l'entrepreneuriat. Et la troisième cible, c'est l'élève ingénieur, donc semer la graine de l'entrepreneuriat dès la sortie de l'école. Voilà un petit peu les différentes missions de club. Sinon, pour venir à notre webinaire, hein, les entrepreneurs, leur credo, c'est l'anticipation. Et justement, cette situation inédite qu'on vit aujourd'hui n'a été anticipée par personne, hein, n'a été anticipée ni par les gouvernements, ni par les entrepreneurs, ni par personne. Et quoique, c'est-à-dire abstraction faite de certaines choses qui se sont déroulées dans les réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui ont un petit peu mis des scénarios comme quoi des pandémies peuvent en occurrence, mais c'est vraiment une situation assez inédite et nous sommes tous concernés justement par ce sujet-là et seule aujourd'hui une intelligence collective peut réfléchir globalement à des solutions pour sortir de cette situation-là. Et aujourd'hui, notre invité de marque, vice-président de la CGEM, la CGEM a été, depuis le démarrage de la commission qui a été mise en place pour réfléchir aux solutions de sortir de cette pandémie ou de cette situation inédite, a mis la main dans la main pour être partie prenante dans les décisions et dans les solutions qui peuvent être trouvées dans ce sens. Voilà, et donc là, moi, je remercie un petit peu tous les participants, je remercie tous mes amis qui ont organisé justement ce webinaire, et je remercie principalement notre invité de marque, c'est Mehdi Tazi, encore une fois. Et voilà, donc j'invite tous les participants à participer activement justement à ce webinaire en posant des questions et en participant à enrichir le débat pour qu'on puisse se sortir justement de cette situation inédite. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Je vous remercie tous et je passe la main à Sejan Baré et Zaid pour la suite du webinaire. Et merci encore une fois, c'est Mehdi Tazi. À vous. Merci beaucoup, Leila Fouzia. Donc, je voudrais, on n'a pas encore dépassé la trentaine. Je voudrais passer la parole à Abed, notre président de l'association, pour dire un mot sur les réalisations justement de l'association depuis de son mandat et peut-être même avant. Hein. Donc, qu'est-ce qui a été fait, que développe l'association. Donc, ça permettra à notre invité de comprendre un peu ce que nous faisons et voir ce que nous avons développé depuis longtemps. Merci beaucoup, c'est Jean-Barry. Donc, rapidement, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps. Je préfère que l'essentiel soit de la conférence que va faire Mehdi avec les invités. Très bien. Donc, l'association, je l'ai dit tout à l'heure au début, donc créée en 1964 par la première promotion qui est sortie de l'école. Aujourd'hui, Fouzia l'a dit, 10 500 ingénieurs, plusieurs spécialités. Et les ingénieurs de l'école Ahmadiyya ont accompagné le développement du Maroc depuis le début. Donc, les grands projets, les barrages, les aéroports, le ferroviaire, etc., tous les projets. Et ça a continué. D'ailleurs, notre devise, nous, on n'est pas dans un travail communautariste, ça veut dire pour les émistes seuls, on est en train de faire du travail pour le Maroc. Et notre devise, c'est pour un Maroc meilleur demain. Maintenant, il y a une conjoncture internationale qui est ce qu'elle est, difficile pour tout le monde. Mais je dirais, il y a eu des présidents qui se sont succédés pour piloter l'association. Il n'y a jamais eu d'interruption, il y a eu du bon travail qui a été fait. Maintenant, il y a une grande dynamique depuis 2-3 années grâce aux bureaux régionaux et aux clubs. Et on fait, sur une année par exemple, en présentiel, c'est différent. Maintenant, le digital, on peut faire le plus. En présentiel, on fait 40-50 événements par année. Par exemple, en 2019, je parlerai, il y a eu 5 conférences internationales avec des événements bien sûr à Casablanca, à Rabat, mais dans toutes les villes du Maroc. Mais aussi, on était à Abidjan, dans une conférence africaine, et on est l'association des ingénieurs Ahmadiyya et la seule association d'ingénieurs au monde qui est cooptée par la COP. Donc, on est président de la COP et on anime chaque édition un side event. Nous travaillons sur 4 axes, disons, principaux ces dernières années. Le premier, c'est l'entrepreneurship. On y est, c'est tout ça, tout ce qu'a dit Fouzia.
Le deuxième axe, c'est les soft skills. Donc, on essaie d'accompagner les élèves ingénieurs, mais lauréats aussi, dans ce travail sur les soft skills. On a un leader qui pilote ça au niveau du bureau national qui s'appelle Hassan Ayadi, il est avec nous, qui fait de l'excellent travail. Et ça, je ne peux pas trop détailler parce que sinon, il nous faut notre webinaire. Et il y a un troisième axe, ça concerne le digital. Et ça, on a beaucoup fait. D'ailleurs, il suffit de voir notre plateforme digitale, notre site web. Et on a une application mobile qui s'appelle AIEM, donc qui est publique, très intéressante, qui renseigne sur les actualités, les événements, l'annuaire. Et le dernier axe, c'est Think Tank. Think Tank, je peux vous dire qu'on organise depuis quelques mois pas mal de choses sur Think Tank. Par exemple, notre association a remis son rapport, un rapport qui a été fait avec un grand travail, à la commission spéciale pour le modèle de développement. Et donc, il est prévu de faire des séminaires labellisés avec eux. Et on a fait une contribution sur deux axes, la gouvernance des projets publics et les pôles technologiques régionaux. Je m'arrête là parce que sinon, je vais prendre plus de temps. Merci, c'est Jean-Marc. Merci, c'est Abd. Ben voilà, donc on commencera par souhaiter la bienvenue de notre invité, c'est Tazi. Je voudrais quand même parce qu'on va inviter l'homme d'abord, donc avant de parler de sa fonction. Et donc, c'est Tazi, je pense que vous avez aujourd'hui 45 ans, il y a très bien, bon, c'est l'âge de la mature. C'est Tazi, donc il a fait un diplôme au sein de Télécom Paris, avec un MBA de l'Institut européen d'administration des affaires. Il a démarré sa carrière auprès de KPMG Consulting France. Après, donc, il a rejoint le groupe Saham. Et au sein du groupe Saham, il a commencé à être directeur de développement, directeur général de ISAF Modèle Assistance à un moment donné. Et après, donc, il a pris la présidence, donc président directeur général de Saham. Et il a également occupé plusieurs postes d'administrateur au sein des compagnies d'assurance africaines. Donc, il a une bonne expérience africaine puisque Saham avait acheté un certain nombre de compagnies d'assurance africaines. En 2017, vous décidez donc de quitter le groupe et vous vous installez pour votre compte dans le courtage en assurance. Donc, c'est le cabinet BHE que vous avez acheté. J'ai également trouvé que vous avez été distingué quand même plusieurs fois en 2013, 2014, 2015 dans le top 10 des prestigieux classements des leaders économiques du continent africain. Donc, c'est un honneur pour nous et c'est un honneur pour vous également. Je voudrais vous poser la première question. Quel est le secret de votre réussite? Mais vous avez déjà posé autrement. Donc, si vous avez, si vous avez un conseil… En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez 3 conseils c'est peu de choses. J'en ai trouvé beaucoup, mais j'ai résumé… Merci pour votre introduction. Ça, c'est votre modestie, mais la carrière, elle est là. Et surtout que vous êtes encore très jeune et vous avez posé des postes extrêmement importants dans des grosses structures. La question que je voudrais vous poser, si vous avez 3 conseils à donner à des entrepreneurs, parce qu'on est au sein des listes entrepreneurs, donc quels sont ces 3 conseils, bien sûr, qui découlent de votre expérience et qui font partie du secret de votre réussite? Donc 3, par exemple, 3 conseils. Merci en tout cas pour votre introduction, c'est très flatteur. Je ne sais pas si je le mérite, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et merci de me donner l'occasion de parler avec les émistes. Je vous le disais tout à l'heure, c'est l'élite de l'ingénierie marocaine et on ne peut pas gérer, ou en tout cas contribuer à la CGM sans avoir l'avis des grands ingénieurs marocains. Je connais beaucoup d'ailleurs, parce que je vous le disais aussi tout à l'heure, ma prépa, je l'ai faite à Mohamed V, à Casa, et donc j'ai beaucoup de copains de promo qui ont atterri ou fini à l'EMIST. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, la question de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Et moi, celle que j'aime bien, un truc que disait Jack Ma, qui est le patron de Alibaba. Chinois. Il disait je ne sais plus dans quel contexte, mais il disait dans une carrière, il y a 3 phases. Il y a une phase qui est entre 20 et 30 ans, c'est l'école. Même si vous finissez l'école à 25 ans, 26 ans, mais c'est encore l'école.
vous continuez en apprenant chez vous ou bien en apprenant, certains font un MBA, d'autres vont travailler dans des grands cabinets de conseil, mais ça reste de l'apprentissage. Après, entre 30 et 40 ans, vous devez avoir un modèle, donc un mentor, et vous devez suivre ce mentor pendant 10 ans. Et vous devez apprendre de ce mentor-là. Et puis entre 40 et 50 ans, c'est là où vous vous affirmez et vous pouvez vous affirmer comme un entrepreneur. Et je crois que c'est assez vrai, ça résume pas mal, je crois, ce qu'il faut faire. Parce que, il y a la forme de l'entrepreneuriat qui est ceux qui démarrent très vite, très tôt, comme CZ par exemple, et qui continuent, qui apprennent par eux-mêmes. Il y a une autre forme d'entrepreneuriat qui est celle que moi j'ai adoptée, qui est le fait d'avoir fait une carrière pendant un certain temps. Et quand j'y suis allé en achetant une entreprise et en développant cette entreprise. Maintenant, l'un ou l'autre, je crois que les deux fonctionnent. Simplement, je crois que dans tous les entrepreneurs, il y a quelques leçons qui sont importantes à garder. La première, c'est d'abord, il n'y a pas de honte à être entrepreneur ou ne pas être entrepreneur. Il y a une espèce de mode qui court dans l'esprit des gens qui est si tu es entrepreneur, c'est très bien parce que c'est la race supérieure, et si tu n'es que salarié, c'est pas bien. Je suis complètement contre ça. Et je pense qu'il y a des très belles carrières qui sont dans l'entrepreneuriat et des très belles carrières qui sont hors de l'entrepreneuriat. C'est un état d'esprit, en fait. Et là, mais il y a même des réussites. Il y a des réussites financières qui sont bien plus grandes hors de l'entrepreneuriat que dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que d'abord, c'est des choix de vie. Et l'arbitrage, il se fait à mon avis, il se fait entre une forme d'indépendance, c'est une forme d'indépendance simplement, et la perspective infinie de revenus pour l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il est indépendant et il peut espérer gagner 10, 20, 50, 100, 1 milliard de dirhams par an. Donc, il n'a pas de limite. Ce qui n'est pas le cas du salarié, la personne qui est employée, qui a un peu moins de liberté. Enfin, elle n'est pas seule à décider, disons. Et il y a une perspective de revenus qui est plus limitée. Les deux grandes différences entre l'un et l'autre sont ça. Maintenant, la réalité aussi, c'est que quand on est entrepreneur, on gère très souvent, sauf quelques exceptions, mais bon, souvent on va gérer des PME, des TPE ou des PME. Et quand on est et à l'inverse, quand on est dans le salariat, on peut espérer gérer des choses plus grandes. En tout cas, on a plus de chances de gérer des entreprises qui sont de taille plus importante. Donc, certaines personnes sont plus à l'aise dans l'un ou dans l'autre. Aussi, dans l'entrepreneuriat, on est plus souvent anonyme. Dans un émiste ou quelqu'un qui a un beau diplôme, qui évolue dans un grand groupe, a plus de chances de briller par l'exposition extérieure. Donc, je crois qu'il y a quelques différences qui font l'entrepreneur et le manager, mais je crois que c'est très intrinsèque. D'abord, c'est des choix qui sont très personnels, qui sont très intrinsèques. Et si je prends mon cas à moi, par exemple, en faisant de l'introspection pure chez moi. On a un problème de son. Il n'y a qu'un Zaid. Pardon? Vous m'entendez ou pas? Zaid? Oui. Très bien, moi je vous entends. Là, je vous écoute, je vous entends. Okay, super. Alors, peut-être il sera préférable de se mettre en éteint les vidéos. On reste que les conférenciers. Comme ça, on ne limite pas la bande passante. C'est moi qui n'ai pas de bande passante, vous ne m'entendez pas bien? Non, je vous À un moment donné, il y avait un problème de son. Je t'entends bien, Mehdi. Ah, ok, super. Je disais, moi pour mon cas personnel, par exemple, moi j'avais besoin. Moi, d'abord, j'ai fait de l'entrepreneuriat avant d'aller dans le salariat. Donc, KPMG, c'est encore l'école. Hein. KPMG, oui. je suis sorti de l'école et j'ai continué l'école dans les cabinets de conseil. Mais après, j'ai créé une boîte. Oui. Outsourcing. Outsourcing, oui. Qui existe, dans laquelle je suis encore actionnaire d'ailleurs. Après, j'ai créé une boîte, mais le fond de moi-même ne voulait pas ça. Donc, le fond de moi-même, il voulait gérer des grandes choses, il voulait être patron d'un gros truc, et c'est ça qui me drivait au fond. Donc, même si d'abord ma culture familiale
Et mon inconscient me disait, il faut que tu sois entrepreneur, il faut que tu sois indépendant, il faut que tu aies créé ta chose. La réalité du fond de moi-même, c'est que j'avais envie d'exposition à des grands groupes et j'avais envie d'exposition extérieure. Et c'est la réalité. Et c'est aussi de l'ego, ça. C'est la vérité. C'est que c'est aussi l'ego personnel qui fait qu'on a envie de ça. C'est pas que on a envie de… Moi, j'avais envie d'être exposé. C'est la réalité. Après, arrivé à un moment où j'avais nourri mon propre ego et c'était terminé. J'avais plus besoin de ça. J'ai passé, je suis arrivé, j'ai fait directeur commercial, puis directeur je ne sais quoi, puis directeur général adjoint, puis DG, puis PDG. Et au bout d'un moment, ben, c'est comme quand on achète une voiture, on est content 15 jours, après ça devient normal. Ben, PDG, j'étais content 15 jours, puis après c'était normal. Après, ça devenait ma vie normale. Et donc, c'est plus ce qui me nourrissait. Et c'est quand j'ai compris ça et quand j'ai intégré Etchikullu et quand j'ai nourri mes besoins personnels que j'étais prêt pour aller à l'entrepreneuriat. Et entre-temps, j'avais passé une dizaine d'années à observer ce qui se passait autour de moi et beaucoup chez un des plus grands entrepreneurs de mon point de vue, qui est Moulay Alami. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai vu beaucoup de choses et c'est des réflexes qui me restent. Les réflexes que j'ai appris sont les mêmes méthodes que j'utilise aujourd'hui. Ce sont les mêmes réflexes que j'ai, c'est les mêmes prismes de décision que ceux que je voyais quand j'ai passé de 30 à 40 ans, 10 ans à observer comment les décisions se font. Et j'ai plein d'exemples de décisions ou de cas avec Moulay où il prenait des décisions complètement contre-intuitives, où tout le monde lui disait « mais tu es fou, il ne faut pas faire ça, il faut faire exactement l'inverse ». Et lui disait « non, vous n'avez rien compris, on va faire comme j'ai fait ». Et c'est lui qui avait raison. Sauf que c'était complètement contre-intuitif. Et ces décisions-là, je n'ai pas la prétention de faire ni aussi bien, ni d'aller aussi haut. Mais en tout cas, j'en ai gardé un petit bout. Très bien. Merci pour ce partage. C'est extrêmement intéressant de vous entendre. Alors, avant d'aborder justement la question concernant la pandémie, la fameuse pandémie, moi, je voudrais quand même, d'abord, puisqu'on est au sein de l'association et on a d'abord une valeur au sein de l'association, c'est la reconnaissance. Je voudrais quand même reconnaître et vous remercier de l'effort qui est déployé avec la SEGEM que vous représentez, parce qu'effectivement, j'imagine qu'il y a eu… D'ailleurs, c'est avec des éditeurs, c'est un monde un peu spécial. Donc, et tout de suite, c'est venu d'ailleurs. Donc, dès que vous avez pris le poste de la présidence donc de la CGM, ben, malheureusement, l'événement est venu et donc tout de suite, vous êtes mis dans une machine de travail, j'imagine, donc pour accompagner cette réflexion des propositions auprès du comité de veille économique. Donc, avant d'aller dans les détails, moi, je voudrais bien que vous nous parliez un peu de ce que vous avez vécu pendant ces 2 mois et demi à 3 mois et comment vous l'avez géré, votre quotidien, et bien sûr en tant que personne, mais également en tant que responsable au sein de la CGM. Là, on a fait entre le moment où on est allé dans la course à l'élection et l'élection, il s'est passé 1 mois et demi, 2 mois. C'est grosso modo le mois de décembre et le mois de janvier, où on a fait le tour des régions et des fédérations. On a été élu le 22 janvier. On était seul, mais on a quand même fait le tour de l'ensemble. On a été élu le 22 janvier. On a été élu sur la base d'un programme. Et ce qu'on a fait pendant 15 jours, c'est qu'on a commencé à mettre en place des instances de gouvernance parce que la CGM, elle la connaît bien, mais c'est un conseil d'administration d'une centaine de personnes dans lequel il y a 33 fédérations sectorielles, il y a 12 présidents de région, il y a des présidents de commission et il y a des administrateurs qui sont désignés. Plus, il y a un groupe parlementaire avec 8 représentants de la CGM 8 sièges à la Chambre des représentants. Donc, la CGM, grosso modo, en termes d'instance de gouvernance, c'est ça. Et une équipe interne dans laquelle il y a 120 ou 140 personnes, à peu près. Ce qu'on a fait sur la première semaine, mais c'est l'usage, c'est qu'on a défini les instances de gouvernance. Donc, parce qu'il y a des instances qui se renouvellent avec les nouveaux mandats, et c'est en particulier les commissions
les 16 commissions. On en a 16, il y en avait 28 dans le mandat précédent. Et donc, on a redéfini la gouvernance de la CGEM. C'est comme toute chose étant égale par ailleurs, c'est comme un gouvernement dans lequel il faut nommer la personne qui se charge de l'énergie, celui qui se charge du transport, celui qui se charge de la fiscalité, etc., etc. Donc, pendant 10 jours, on a mené toutes les tractations pour arriver à constituer ça, parce qu'il y a des mouvements à l'intérieur de la CGM. Il y a des mouvements, comme dans des partis politiques. Il faut réaliser une forme de coalition pour arriver à ça. Donc ça, on l'a fait, et on a fait un conseil, je crois que c'était le 10 février. On a nommé les instances, c'est-à-dire les commissions, ceux qui ne sont pas élus, ceux qui sont nommés par le président, c'est-à-dire les commissions et les administrateurs désignés. Et puis ensuite, on a commencé les travaux sur les grands chantiers structurants, par exemple sur les délais de paiement. Mais très très vite, on a été emporté par la crise qui se présentait et par les travaux qu'il fallait mener dans le cadre de cette crise. Et aux alentours de, je crois que c'était le 10 mars à peu près, donc juste après, on a rencontré le gouvernement dans le cadre d'une plateforme que nous avons avec le gouvernement qui est une plateforme dans laquelle on échange sur les principaux problèmes que les uns et les autres rencontrent. Et ça, on se rencontre dans un temps normal 2 fois par an avec le gouvernement. Donc, c'était avec le chef de gouvernement et 7 ou 8 ministres. Et côté CGEM, on était avec le bureau de la CGEM, c'est-à-dire le président, le vice-président général et les 7 vice-présidents et président du groupe parlementaire. Et c'est à ce moment-là que la crise est arrivée. Enfin, la crise venait de démarrer. Donc, le message principal, c'était on a plein de sujets dont il faut discuter. Les délais de paiement, la revue du code du travail, etc., etc. Mais le gros sujet, c'est cette question du coronavirus. Et donc, il faut qu'on traite dans le cadre d'un format réduit. On s'est vu la semaine d'après avec le ministre des Finances, le ministre du Commerce et de l'Industrie, en gros les ministres économiques, c'est-à-dire Finance, Commerce, Industrie, Tourisme, Artisanat, Urbanisme, Aménagement du territoire. Et c'était le début du CVE. C'est ça qui a donné naissance au CVE. Et par la suite, ça a été élargi aux personnes dont il y avait besoin. Et aujourd'hui, dans le CVE, il y a 9 ministres. Il y a en plus le ministre de l'Intérieur, le ministre du Travail. Il y a il y a l'Intérieur et le Travail, il y a Mohsin Jazouli, il est en charge de l'Afrique. Moulay Fil Alami, il y a Aziz Khnouch aussi. Donc ça en fait à peu près 9. Enfin, ils sont 9. Plus le gouverneur de Banque Maghreb, plus le GPBM, plus Chakib Galej et moi-même, et le président des chambres de commerce. Et cette instance-là agit aujourd'hui sur les aspects économiques liés au traitement de la pandémie du coronavirus. Et en réalité, ce qu'on a fait depuis, donc, après le conseil qui a nommé les instances de la CGEM, jusqu'à maintenant, on travaille à quasi 100% sur les mesures qu'il faut prendre pour accompagner le tissu économique et social pour ces aspects liés à la crise. Donc, le CVE se réunit toutes les semaines. C'est assez rythmé en fait maintenant. Le CVE se réunit toutes les semaines. On a eu une réunion hier, il y en a une vendredi d'avant. C'est grosso modo tous les vendredis, à peu de choses près. Et entre-temps, on travaille sur tout ce qui va se décider au CVE prochain est en train d'être fait maintenant. On est en train d'y travailler. Là, j'ai encore en ce moment des appels sur ça. Et voilà, donc, on travaille sous ce format-là. Et qu'est-ce qu'on fait en le CVE? D'abord, j'ai une équipe interne, j'ai un comité interne qui travaille sur tous ces problèmes. Dedans, il y a des économistes, il y a deux présidents de fédération, enfin des industriels, il y a un représentant des commerçants, enfin des commerces et des services, un représentant des régions, un représentant des banques, un patron de banque et des consultants. Et ce comité mouline les idées, les chiffres, les travails, les ajuste pour les proposer sous un certain format au CVE. Donc, on a ce comité-là. On réunit à peu près toutes les semaines le bureau de la CGEM, donc les 7 vice-présidents, les présidents de fédération, les présidents de région
Donc, ça nous fait 3 gros meetings, plus ce comité qui travaille à alimenter le CVE. Donc, depuis entre début février et maintenant, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Et sur quoi est-ce qu'on a travaillé? Toutes les mesures que vous voyez passaient par ces filtres-là. Donc, au début, c'était les mesures de contingence ou de report de charges pour les entreprises. Donc, il y a eu des mesures de report sur les aspects fiscaux, il y a eu des mesures de report sur les aspects bancaires, il y a eu des mesures de report sur les aspects sociaux, sur la partie des charges. Il y a eu un produit bancaire garanti par l'État à quasi 100% pour accompagner les entreprises en difficulté dans leur trésorerie. Il y a eu évidemment le produit d'indemnité perte d'emploi à 2000 dirhams. Il y a eu l'abondement au fonds. Donc on a dû aussi, au-delà des 10 milliards que Sa Majesté a ordonné de mettre dans le fonds, les entreprises ont abondé. On est arrivé à 35 milliards quasiment. Donc on a fait tous ces travaux-là. Tout ça est passé par ce CVE-là. Et là, on est en train de travailler. Cette semaine, on a travaillé essentiellement sur les mesures d'accompagnement des bas salaires pour réduire leurs charges d'intérêt. Et là, depuis 2 semaines, mais ce n'est pas sorti hier parce qu'on n'était pas prêt, on travaille sur des mesures d'indemnité de produits bancaires, mais dans une logique de relance, pas dans une logique court terme de mars à juin, mais dans une logique plus long terme pour accompagner la relance des entreprises. Donc voilà, on travaille. Très bien. Donc, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on détaillera les mesures. Merci beaucoup. Donc, je vois que c'est une série de réunions marathoniennes pour avoir justement arrivé à ces mesures-là. Donc, j'imagine que ce n'est pas évident dans la préparation, mais également dans la négociation avec le gouvernement. Je pense que c'est des choses qui ne se font pas aussi facilement. Ils sont ouverts. Aujourd'hui, je crois, on n'est vraiment pas dans une… Le gouvernement est très ouvert et très aligné. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'est pas dans une relation d'opposition comme souvent, parce qu'on n'est pas dans une stature de syndicaliste. Parce qu'on est au fond un syndicat. Et les syndicats ont une posture qui est souvent en opposition. Et c'est ce qui fait c'est ce qui donne l'aura des syndicats. C'est quand on dit non et qu'on tape que ça se voit. Et que… Là, en toute sincérité, en dehors du petit clash qu'on a eu avec les banquiers, on n'est pas… On travaille en bonne intelligence et les gens sont plutôt alignés. On est tous, je veux dire, alignés sur les mêmes principes, c'est-à-dire sur les grands dogmes qui doivent présider dans cette relance. On est alignés. On n'est pas dans une logique d'austérité, on n'est pas dans une logique de coupe budgétaire sur les dépenses de l'État, on n'est pas dans une logique de débattre pendant des mois sur les mesures. Ça va franchement très vite. Ok. Tant mieux pour notre économie, pour nos entreprises marocaines. Donc, je vous ai proposé tout à l'heure de commencer d'abord par me donner un aperçu sur l'enquête qui a été menée. Comme ça, on aura un état des lieux. Et après, bien sûr, vous entamerez, si vous voulez bien, sur la batterie de mesures qui ont été mises en place. Je peux vous projeter un truc sur l'enquête. Je ne sais pas si je l'ai. Je vais voir si ça marche. Vous me dites si ça marche. Ça marche? Oui, ça va. C'est projeté. Ok. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, je vous disais au début, on a, autour du mois de mi-mars, les premières mesures sont sorties et on s'est dit à un moment, il va falloir qu'on teste et qu'on sonde chez les entreprises comment est-ce que c'est perçu, à quoi ça sert, est-ce que ça sert réellement et dans quelle mesure. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé à peu près 2000 entreprises, un peu moins, toutes régions, toutes tailles confondues, pour comprendre d'abord quel était l'impact de la baisse d'activité pendant le mois de mars et pour comprendre comment est-ce que les mesures qu'on avait mises en œuvre étaient acceptées. Donc, si vous voyez dans les répondants, c'est vraiment toute taille d'entreprises confondues. Il y a des toutes petites entreprises, moins d'un demi-million de dirhams, et ça va jusqu'à la grande entreprise à plus de 75 millions de dirhams. Je crois qu'il y avait 130 entreprises de plus de 175 millions de dirhams qui ont répondu. Donc, il y a vraiment de tout. C'est aussi tout secteur confondu, beaucoup d'entreprises du tourisme. Ce qu'il faut voir dans ça, c'est que plus les gens se sentent impactés, plus ils répondent. Donc, les secteurs
plus impactés sont ceux qui ont le plus répondu. Beaucoup de commerçants, beaucoup de tourisme, la mythe, le textile, 80 personnes, etc., etc. Mais ce qu'on voit, c'est que toutes les entreprises, tous les secteurs, sur les 33 fédérations sectorielles, il y en a 32 qui ont répondu. Donc, il y avait vraiment tout le monde. Sur les régions, pareil, c'est très représentatif du tissu économique marocain, donc une grosse part de Casablanca, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à Casa. Mais ensuite, on voit qu'il y en a à peu près partout. Et ça, c'est en ligne avec le découpage national qu'on peut retrouver pour notre économie. En effectif par taille, les entreprises qui ont répondu représentent à peu près 300 000 emplois. Donc, c'est grosso modo 10% des emplois déclarés à la CNSS. La CNSS a 3,3 millions de salariés. Donc, les entreprises qui ont répondu représentent 10% du paquet CNSS. Donc, c'est significatif. Et d'un point de vue statistique, et là, on parle à des matheux, donc on se comprend, l'échantillon est suffisamment large pour que les résultats soient parlants. Et là, vous avez, il y a une partie sur l'effectif par secteur, c'est peut-être pas nécessaire de descendre dessus, mais là, vous voyez que c'est tout le monde. Là, ce qu'on voit, c'est que la baisse d'activité a été brutale en mars. Et elle a été vraiment brutale en mars. Et c'est peut-être là une des caractéristiques de cette crise, c'est que la crise est arrivée d'un coup. Quand vous prenez la crise de 29 aux États-Unis, il a fallu quelques mois pour que l'économie américaine perde leurs emplois. Je crois qu'au bout de 6 mois, ils avaient perdu 10 millions d'emplois. Là, les 10 millions d'emplois ont été perdus en 2 semaines. Et c'est vrai partout dans le monde, c'est que la crise a été une crise qui a été brutale partout. Ce qu'on voit ici dans cette courbe, c'est qu'en janvier, on a demandé aux gens comment est-ce que votre activité évoluait pendant les premiers mois. Est-ce que vous étiez en augmentation, en stabilité ou en baisse? Donc, on voit qu'en janvier, la grande majorité des entreprises étaient soit en augmentation, soit sur un rythme stable. Et quand on compare à mars, la grande majorité des entreprises constatent une diminution de plus de 50% et plus de 30%. Donc, ça montre à quel point la crise a été brutale dès le départ. Ouais. Là, ensuite, on a séparé ça par secteur pour voir quelle était la baisse de chiffre d'affaires par rapport à la baisse d'emploi, secteur par secteur. Et on voit que quand on dit la baisse d'emploi, c'est la baisse d'emploi prévue par les gens. Et ce qu'on regarde, c'est que c'est assez corrélé entre les deux. Et les secteurs les plus impactés sont ceux que vous pouvez deviner, évidemment, c'est la promotion immobilière, parce que, évidemment, les gens ne sont pas du tout dans une… Bon, ceux qui construisent ne peuvent pas construire, et ceux qui vendent ne vendent rien, parce que personne n'est dans l'optique d'aller acheter une maison à ce moment-là. Le tourisme, parce que tous les hôtels sont arrêtés pour des raisons évidentes. L'artisanat, c'est extrêmément lié au tourisme. Les activités culturelles, etc., évidemment, plus personne ne fait d'événements. Tous les festivals sont arrêtés, l'événementiel est arrêté. Le textile, parce que comme l'activité s'est arrêtée ailleurs, les donneurs d'ordre ont arrêté les usines marocaines. Donc, des sociétés comme, je sais pas, comme Zara a complètement arrêté ses commandes pour les médias. Il y en a quelques-uns qui fonctionnent. C'est les médias en ligne, mais ça, c'est très peu de médias, mais la grande majorité ne fonctionne pas. Et si vous descendez, c'est partout pareil. Tous les autres secteurs, Fenelec, Fedix, c'est le cuir, le transport. Et ce que vous voyez, ce qui est massif, c'est que quand vous prenez même les secteurs qui constatent le moins de baisse, donc là, on commence là, on continue là, même ceux-là sont encore à 40% de baisse, ce qui est incroyable. Et les derniers sont encore à 30% de baisse. Donc, c'est absolument massif comme crise. Ça touche tout le monde et ça touche tout le monde dans des proportions qui sont inimaginables. Là, vous avez les derniers. Si vous regardez les seuls secteurs qui, à peu près, s'en sortent bien, c'est les minotiers et c'est les céréales et légumineuses. C'est-à-dire les deux secteurs de Cheikh Bilal. On se demande comment il a visé ça. Tous les autres sont en baisse massive. Même l'énergie. L'énergie, on est à moins, selon les chiffres, parce que les chiffres sont présentés toutes les semaines en CBE, on est à peu près à moins 16% sur l'énergie de façon nationale. La consommation d'énergie pris à une journée par rapport à la même journée de l'année dernière, on est à moins 16%, ce qui est considérable. Si on continue, mais vous me demandez si vous voulez que j'arrête sur les mesures. Ce qu'on a demandé ensuite aux gens, c'est sur les paquets de mesures qu'on a prises, c'est-à-dire les reports d'échanges bancaires
la première batterie de mesures. Hein. Après, il y en a d'autres qui vont arriver. Report d'échéance bancaire, report d'échéance fiscale, report du paiement. Alors, il y a le report du dépôt, le report du paiement de la compte et le report des cotisations CNSS. Ce qu'on a regardé, c'est combien d'entreprises sur l'échantillon avaient profité de ces mesures. Et ce qu'on regarde, c'est que grosso modo, pour chacune des mesures, il y a une quarantaine de % d'entreprises qui en ont bénéficié. Donc, c'est significatif. Il n'y a que 30% des entreprises qui n'ont bénéficié d'aucune de ces mesures-là. Et là, on ne parle pas encore des 2000 dirhams. Des 2000 dirhams. Là, on voit celles qui ont bénéficié de plus d'un report. Donc, il y en a 16,5 qui ont bénéficié. Par exemple, la façon de le lire là, c'est report d'échéance bancaire. Il y en a 42,4% qui en ont bénéficié. 16,5 qui n'ont bénéficié que de celle-là, mais les autres ont bénéficié de plus d'une mesure. Et la réalité, c'est que 71% des entreprises ont demandé au moins un report. Et parmi celles-là, il y en a les 2/3 qui ont demandé plus d'une mesure, plus d'une des mesures de report. Donc, ça montre deux choses. Ça montre à la fois que les mesures étaient bien ciblées parce qu'elles ont été utilisées, mais ça montre aussi que les entreprises sont vraiment en difficulté parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé ça. Ensuite, on a cherché à comprendre l'impact de la pandémie sur le maintien de l'emploi. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que les entreprises craignent, beaucoup craignent qu'il y ait une perte d'emploi. Et grosso modo, si on prend l'échantillon des 300 000 emplois dont on parlait au début, qui est l'échantillon des répondants, il y a 165 000 emplois, soit 55% qui sont en risque. Donc, c'est important. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises vont perdre, beaucoup de personnes vont perdre malheureusement leur emploi pendant cette période. Alors ensuite, on a regardé l'indemnité forfaitaire, c'est-à-dire les 2000 dirhams. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a en gros 40% des entreprises qui en ont bénéficié. Il y en a 12% qui n'en ont pas bénéficié, mais qui n'ont pas l'intention d'en bénéficier. Et il y a grosso modo la moitié des gens qui n'en ont pas bénéficié, mais qui avaient l'intention d'en bénéficier. Et donc, ce que ça montre, c'est que ça a été massivement adopté. Donc, il y a massivement des gens qui ont été mis à l'arrêt, mais il y en a encore un paquet qui peut venir. Et si on prend les chiffres, parce que là, depuis l'enquête, on a un peu de recul, en mars, il y a eu 800 000 personnes qui étaient déclarées sur 3,3 millions de gens déclarés à la CNSS. En avril, c'était 950 000 sur 3,3 millions. Donc, encore une fois, c'est une mesure qui est bien ciblée et malheureusement qui montre que beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Là, on demande dans quelle mesure est-ce que le chiffre d'affaires est impacté et on voit ceux qui ont… Et ce que ça montre, ce graphe, c'est à quel rythme est-ce qu'on pense que les entreprises pensent qu'elles vont reprendre leur activité. Et ça dit que le gros de la crise, c'est évidemment maintenant. Ça dit que les entreprises vont continuer à souffrir dans une moindre mesure, mais vont continuer à souffrir sur l'année. Et qu'en tout cas, de la perception des entrepreneurs, il y a peu de chances qu'il y ait une reprise en 2021. En 2020, ça sera plutôt 2021. Bon, ensuite, on l'a fait par secteur. Oui. On peut passer peut-être sur cette… Oui. Peut-être pas descendre sur ce détail, ça se voit trop. Oui. Ensuite, on a demandé, on a interrogé les exportateurs également. Oui, j'ai vu la question. Oui. Ouais, le gros dit ils en trouveront une reprise en 2021, pas en 2020. Dernière mesure qui est assez inquiétante aussi, enfin dernière question qui est assez inquiétante, c'est on a cherché à comprendre comment est-ce que ça a impacté les délais de paiement. Et malheureusement, les délais de paiement sont très impactés. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des entreprises à peu près qui pensent que leurs délais de paiement vont augmenter de plus de 90 jours. Et ce qui se dit… Enfin, ce qu'on voit maintenant, c'est que le réflexe des entreprises dans cette période de crise, c'est de garder leur argent. Les gens se disent, et ça on le voit, tout groupe confondu, et c'est inquiétant, enfin, c'est une des choses qui nous inquiète et sur lesquelles on travaille, c'est que les petits gardent de l'argent en se disant, je ne sais pas de quoi il fait demain, donc je préfère garder mon argent tout de suite. Oui, si ça reprend, si ça ne reprend pas, mais en tout cas, je préfère payer mes salariés en premier, ce qui est compréhensible. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les grands groupes ne payent pas.
Et ça nous inquiète plus. Et ce qu'on a vu, et franchement, c'est des comportements. Je comprends le comportement, mais bon, si on continue, ça va tuer l'économie. On a 15 milliards de dirhams qui a été placé dans les grands groupes en bons du trésor, etc. Donc, ça veut dire que les grands groupes, certains en tout cas, ne généralisons pas, mais certains ont encore de la trésorerie, mais placent ça en banque alors qu'ils ont des délais de paiement qui sont encore là, qui sont encore importants. Donc, on a ce problème aussi qui vient s'ajouter à l'ensemble des autres problèmes, qui est la question des délais de paiement, qui peut avoir un impact peut-être pas aussi grave que la pandémie elle-même, mais en tout cas très très grave. Et justement, vous avez commencé justement votre intervention en disant que début des travaux de votre mandat, vous avez travaillé sur des paiements. Et donc après, on retrouve qu'effectivement, c'est quand même une difficulté extrêmement importante. Un business où l'argent ne circule pas, je pense que finalement, ça va être assez difficile. Alors, on abordera tout de suite, si vous voulez bien, les batteries de mesure. Je pense que vous avez cité certains d'entre eux tout à l'heure. Et d'abord, si vous pouvez les reprendre. Mais justement, et en parlant, en nous apportant peut-être des informations sur ce que vous avez décidé justement par rapport à cette difficulté de délai de paiement. On a invité nos émistes entrepreneurs à nous formuler un certain nombre de questions à vous poser. Et cette question est venue plusieurs fois sur les délais de paiement. Comment on peut effectivement, après, permettre aux entreprises de sortir de ce problème tout de suite, mais après également le déconfinement. Alors, je vous réponds rapidement sur les délais de paiement et après je vous dirai sur les mesures. Sur les délais de paiement, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une mesure qui est en place, enfin, il y a la mesure en place actuellement qui consiste à dire que les entreprises le client doit facturer, enfin le fournisseur doit facturer à son client un taux d'intérêt quand il n'est pas payé dans un certain délai. Et cette mesure n'a pas fonctionné. Preuve en est simplement les chiffres. On était à peu près 420 milliards de dirhams de crédit inter-entreprise. Elle n'a pas fonctionné pour deux raisons. La raison numéro un, c'est que vous avez souvent pas le rapport de force entre le client et le fournisseur ne permet pas au fournisseur de facturer au client des intérêts supplémentaires sur les paiements. On n'arrive pas à le faire. Souvent, c'est une petite entreprise avec une grande. Et la petite entreprise, si elle dit à son client « je vais te facturer 6% en plus parce que tu m'as payé en retard », ça ne marchera pas. La deuxième raison qui fait que cette question, que la loi telle qu'elle était ne fonctionnait pas, c'est qu'ensuite on avait une double peine, c'est que les impôts venaient et quand les impôts venaient contrôler l'entreprise, ils redressaient l'entreprise sur le fait qu'elle n'ait pas facturé ses délais de paiement. Donc, non seulement on n'était pas payé, mais en plus, on ne peut pas facturer. En plus, ce sur quoi on n'est pas facturé, on nous taxe, on nous donne une pénalité supplémentaire par le redressement fiscal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement changé ce mécanisme et on a regardé en fait ce qui se passait partout dans le monde. On avait plein de bonnes idées, etc. Mais au fond, on a regardé ce qui se passait dans le monde et on a regardé ce qui avait fonctionné. Et ce qui avait fonctionné, c'est les pays qui avaient mis une pénalité au non-paiement. C'est tout. Donc, il n'y a pas le fournisseur facture, simplement il y a une pénalité au non-paiement. Donc, si je ne paye pas, si moi je ne paye pas, je dois verser au trésor une pénalité comme si c'était un excès de vitesse. Une pénalité de 300 dirhams. C'est le même principe. Et ça, c'est ce qui a fonctionné ailleurs dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous, puisque ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Ça, on a passé les textes de loi et la crise est venue, mais c'est en train de passer. Donc, même si malgré la crise, on va quand même passer ça. Après, sur les mesures, on a pris des mesures. Je disais, on a pris plusieurs mesures pour accompagner les entreprises en distinguant deux phases. Une phase de résistance et une phase de reprise. La phase de résistance, c'est la phase qui court jusqu'au 30 juin. Donc, c'est la phase d'apparition de la crise et qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 mois. Sur ça, d'abord, il y a un filtre à l'entrée. C'est la notion d'entreprise en difficulté. Parce qu'évidemment, l'État ne peut pas aider tout le monde. Et il n'y a pas de raison qu'il aide des entreprises qui ne sont pas en difficulté, c'est normal.
Donc, il y a une notion d'entreprise en difficulté en filtre d'entrée. Après, à partir du moment où on rentre dans le filtre d'entreprise en difficulté, il y a un deuxième filtre qui est une liste, enfin, premier, ça ne change rien, qui est une liste négative. La liste négative, c'est les ministères de tutelle qui disent tel et tel secteur sont exclus des aides. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une logique de… Enfin, il y a une logique derrière ça, et la logique, c'est de dire il y a des secteurs dont j'ai besoin pour que le Maroc tourne, et si c'est un secteur dont j'ai besoin, je ne peux pas l'accompagner sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs dans lesquels je sais pas, des ouvriers, par exemple, disaient je préfère ne pas venir travailler, pas des ouvriers dans le bâtiment ou des travailleurs disons à revenus faibles, disaient je préfère ne pas venir travailler et prendre les 2000 dirhams plutôt que de venir travailler. Donc il y a des secteurs, par exemple le secteur de la pêche, les pêcheurs ne pouvaient pas sortir parce qu'ils ne venaient pas travailler. Moi je reste chez moi, je touche 2000 dirhams, moi d'accord. Donc pour pallier, et le problème avec ça, c'est que dans 15 jours, il n'y a plus de poissons dans les étalages. Et si on élargit ça à tout le secteur alimentaire, on ne mourra pas du coronavirus, mais on mourra de faim. Donc, pour éviter ce problème-là, les ministères de tutelle ont défini des secteurs qui étaient exclus des aides. Donc, quand on n'est pas dans les secteurs exclus des aides et quand on est une entreprise en difficulté, on bénéficie d'une mesure qui est la prise en charge par l'État à hauteur de 70% du SMIC du personnel mis à l'arrêt. Donc, vous arrêtez du personnel, l'État les prend en charge à hauteur de 2000 dirhams. Toujours pour les entreprises en difficulté, évidemment. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est entreprise en difficulté et qui n'est pas dans la liste négative. Donc, d'abord, ça. Ensuite, pour le reste, pour le personnel mis à l'arrêt toujours, vous avez la possibilité, on a rajouté une mesure qui permet à l'employeur de verser un complément de salaire à l'employé jusqu'à 50% du salaire, et ce complément est exonéré de toutes les charges, IR, IS, tout. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont directeurs financiers, comptables, ingénieurs, peu importe, qui avaient des niveaux de salaire de 20, 30, 40 000 dirhams et qui ont été mis à l'arrêt. Et donc, pour ce personnel-là qui a été mis à l'arrêt, on a dit à l'État 2000 dirhams, on n'a qu'à faire. Et de toute façon, l'employeur résident chez Haja. Halal ou haram, il va le faire. Donc, donnez-leur la possibilité de verser un complément. Et comme c'est de l'argent qui n'allait pas rentrer dans tous les cas, il faut qu'on le rende le plus efficace possible. Donc, il faut que ce soit brut pour net. Et versé sous forme d'une indemnité familiale, pas comme un salaire. C'est-à-dire qu'une personne qui est mise à l'arrêt, l'État la prend en charge à hauteur de 2000 dirhams. L'employeur a la possibilité, mettons que c'est quelqu'un qui gagne 20 000 dirhams, normalement, l'employeur a la possibilité de lui verser 8 000 dirhams supplémentaires. Donc, ça donne une souplesse supplémentaire. Ça, c'est pour la partie salariale. Enfin, ça, c'est pour les mesures d'aide directe, disons, d'aide substantielle. Ensuite, il y a 3 mesures de décalage des charges de l'entreprise. Ce qu'on a regardé, c'était quelles sont les charges les plus importantes pour l'entreprise, pour une entreprise à l'arrêt, c'est-à-dire les charges fixes, sachant bien évidemment que les charges variables disparaissent avec l'arrêt d'activité. Et les principales charges fixes, c'est salaire, impôts, intérêts bancaires. En tout cas, ceux sur lesquels on pouvait travailler. Parce que d'autres, par exemple, sur les loyers, c'était compliqué parce que sur les loyers, c'est, à moins que ce soit une aide directe, c'est une relation entre employeurs, enfin entre deux particuliers, donc on ne pouvait pas apporter de mesures simples sur ça. Donc salaire, intérêt bancaire et social. Ce qu'on a fait, c'est sur la partie salariale, possibilité de décaler, en dehors des 2000 dirhams, possibilité de décaler les paiements des charges CNSS à un délai ultérieur. Donc, au-delà du 30, enfin, décalage des charges CNSS entre mars et juin. Et ensuite, après juin, possibilité d'étaler le paiement sur une durée de 3 ans, automatique.
avec consolidation évidemment des dettes précédentes. Donc, si vous êtes une entreprise, vous avez décalé vos charges CNSS. La CNSS vous donne la possibilité de le payer sur un délai de 3 ans. Et si vous avez, évidemment, si vous avez des dettes antérieures avec la CNSS, elles sont consolidées avec les nouvelles dettes qui ont été créées. Sur la partie fiscale, ça a été le report automatique pour les entreprises qui font moins de 20 millions de dirhams, un report automatique du paiement des échéances au 31 mars, au 30 juin, et maintenant, on verra comment ça va se faire. Pour les entreprises de plus de 20 millions de dirhams, la déclaration devait être faite. En revanche, le paiement la demande de décalage de paiement pouvait être faite auprès de la DGI. Mais il y avait une notion automatique pour les entreprises de moins de 20 millions de dirhams. Et enfin, troisième mesure, celle qui a fait un peu de bruit, c'est les décalages du paiement des échéances bancaires pour les particuliers et pour les entreprises en donnant la possibilité de décaler les échéances des 3 mois à venir. Donc voilà grosso modo le dispositif qui a été mis en place dans cette première phase. Pardon, avec évidemment un dernier truc, c'est un produit de financement des charges sur ces 3 mois. Donc c'est le fameux Daman Oxygène, qui est un produit de financement des charges fixes, donc celles qui restent, et un produit qui est garanti par l'État à hauteur de 95%. Il a été plutôt utilisé, on était, je crois, à hier, il avait été utilisé par 11 500 entreprises pour un montant de crédit global d'environ, je ne veux pas dire de bêtises, mais le chiffre que j'ai gardé en tête, c'était 6 milliards de dirhams. D'accord. Voilà. J'ai plusieurs questions. Merci beaucoup, M. Tazik. J'ai une question. Alors, c'est concernant les entreprises en difficulté, mais en tant qu'entreprise citoyenne, elles continuent à payer ses salariés. Et donc, d'ailleurs, c'est revenu plusieurs fois pour ces entreprises-là que pourrait faire donc l'État, parce que ces entreprises-là sont citoyennes, ils n'ont pas demandé à ce salarié de partir, ils ont supporté la charge salariale et sociale. Oui, mais ils sont quand même en difficulté. Oui. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a la solution des 2000 dirhams, plus 50% de salaire qu'on peut faire. Peut-être parfois, ce n'est pas suffisant pour les salariés. Donc, ces entreprises ont compris quand même la responsabilité de payer la totalité des salaires. Est-ce qu'ils auront peut-être droit également à quelques compensations quelque part? Bon, d'abord, D'abord, il faut comprendre dans quel contexte tout ça se fait. D'abord, il faut réaliser, parce que ce n'est pas simple. Entre le 15 mars et le 15 avril, il s'est passé 1 mois. Quand on prend une mesure, ce que je veux dire, c'est le gouvernement, le CBE, a beaucoup travaillé pour sortir tout ce qu'on pouvait sortir aussi vite que possible, parce qu'on a vite compris qu'il y avait une notion d'urgence dans tout ça. Et l'urgence, c'était celle qui était le plus en difficulté et qu'il fallait aider. Mais chaque mesure qu'on a prise et chaque texte, c'est d'abord des discussions chiffrées, passées par conseil de gouvernement, passées par première chambre, deuxième chambre, revient, et il faut développer ce qu'il faut développer, etc. Donc, c'est beaucoup de travail et le circuit législatif a été fait extrêmement rapidement. On est allé très vite et sincèrement, hein, je ne parle évidemment pas de la CGM, mais le gouvernement et le Parlement ont travaillé très très vite et ont sorti des choses dans des temps encore. Mais quand on voit en temps normal ce que ça prend comme temps de sortir un texte de loi et quand on voit le nombre de textes qui sont sortis dans cette phase aussi rapidement, franchement, ils sont allés vite. Donc, l'urgence, c'était ça. Maintenant, oui, on est conscient du fait qu'il y a des entreprises qui ont continué à payer l'argent. Nous, la première phase, ça a été une phase de survie des entreprises. Donc, il y a une mesure qui est une mesure de financement direct et toutes les autres mesures sont des mesures de décalage des dettes. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un problème en soi, ça. On est conscient que les entreprises qui ont continué à… Bon, d'abord, je me permets quand même de… oui, elles sont citoyennes, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas citoyennes. Ce n'est pas par opposition aux autres qui ne sont pas citoyennes. Elles sont citoyennes parce qu'elles ont continué à payer. Oui, tout à fait. Les autres ne sont pas citoyennes. Ce n'est pas parce que les gens étaient aussi obligés d'arrêter du monde.
Ils ne l'ont pas toujours fait de gaieté de cœur. Maintenant, dans cette deuxième phase, les entreprises vont bénéficier de mesures d'accompagnement dans une logique de relance dans cette deuxième phase. Là, on est dans une phase de relance et on est en train de réfléchir à des produits qui permettront à des entreprises, tout en travaillant, alors qu'elles sont en activité, de pouvoir bénéficier d'aide parce qu'on est conscient du fait que l'activité ne se fera pas à 100% et que les gens vont reprendre à 10, 15, 20, 30, 40% ou 50%, peu importe, mais que le démarrage sera progressif. Donc, il faut qu'on puisse accompagner ce démarrage progressif par des mesures soit de contingence des charges, soit de financement par des fonds propres ou de la dette pour que l'activité puisse reprendre dans des conditions qui sont raisonnables. Donc ça, c'est la deuxième batterie de mesures sur laquelle elles sont encore en discussion. Enfin, la CGM a produit sur ça un certain nombre de mesures, mais on n'a pas encore les accords sur tout et on n'est pas tout à fait d'accord sur l'ensemble. Donc, il y a encore des allers-retours sur ça. Mais je pourrais vous donner des idées sur le type de choses sur lesquelles on travaille. J'aimerais bien, peut-être on y reviendra donc dans la phase post après juin. Il y a une question de base en fait qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a défini la difficulté de l'entreprise et on l'a liée au chiffre d'affaires. Il y a des entreprises peut-être qui sont en difficulté, le chiffre d'affaires n'a pas baissé, mais il y a un problème de trésorerie parce qu'il n'y a pas d'encaissement. Et l'encaissement risque de ne pas se faire parce que les clients sont en difficulté. Et donc finalement, eux-mêmes vont être en difficulté. Ouais. Le chiffre d'affaires n'est pas le seul indicateur. Mais c'est ce qui a été retenu malheureusement dans les deux cas de la CNSS ou de la fiscalité. Non, ça, je peux vous donner, je peux vous dire comment ça s'est fait parce que j'étais parce qu'on a eu ces discussions pendant longtemps avant d'arriver à arrêter l'histoire des 25% et des 50% et des 25 et des 50 et du seuil de 500 personnes, etc. Là, il y a eu des jours et des jours de discussion, d'abord chez nous en interne. Les 25% sont au final la décision, la proposition qui a été faite par la CGM. On a eu des tonnes on a eu des discussions dans tous les sens avec tout le monde et on peut la refaire ensemble maintenant si vous la voulez. Je peux vous donner tous les arguments et les contre-arguments sur pourquoi est-ce que certaines mesures sont plus simples ou plus compliquées que d'autres. Oui, c'est clair qu'on est conscient que la notion de chiffre d'affaires n'est pas applicable à tout le monde. Il y a eu aussi des discussions sur la baisse, il y a eu des critères sur le chiffre d'affaires. Il y a eu des critères sur les baisses de masse salariale. Il y a eu des critères sur la trésorerie. C'est les trois principales qu'il y a eu. Et quand on regarde, à chaque fois, il y a des biais. Si on adopte l'une des mesures ou si on adapte des mix de mesures. Si on dit, on va aider celles qui sont en difficulté, c'est celles qui ont arrêté plus de 20% de leur staff. Vous avez aussi d'autres problèmes, c'est que ça devient une incitation à arrêter des gens. Donc, on peut créer un biais à ce mécanisme-là. Donc, la notion de baisse avec le chiffre, de lier la difficulté au nombre de personnes qui sont gardées à l'emploi, au nombre de personnes arrêtées, ne fonctionnait pas. Le lier à des questions de trésorerie, ça rendait aussi la chose infaisable parce que la seule façon de vérifier la trésorerie, c'était d'avoir un accord de la banque ou une attestation de la banque qui disent « j'atteste que telle entreprise est en difficulté de trésorerie ». Maintenant, on est rentré dans des problèmes où on ne s'en sortait plus. Oui, mais c'est quelle banque? Parce que les entreprises ont plusieurs banques. Est-ce qu'il faut que ce soit une banque plutôt que l'autre? Donc tout ça, on ne s'en sortait pas. À un moment, on a cherché à faire des mix entre trois mesures. Ça ne marchait pas non plus. On l'a fait entre deux mesures, ça ne fonctionnait pas. Et au final, après des jours de discussion, le critère au fond qui était le plus simple, c'était cette notion de chiffre d'affaires. Mais bon, bien sûr qu'on a pensé à ça, sauf que c'était juste infaisable. J'ai une question, justement, vous avez parlé tout à l'heure du secteur bancaire. Bon, c'est vrai qu'il y a des solutions qui ont été mises en place, mais certaines entreprises se sont rendues compte que malheureusement, le secteur bancaire, au départ, je ne sais pas aujourd'hui, n'a pas joué le jeu et que même le décalage ou le report des échéances a engendré d'autres frais. Et donc, ça a engendré tout un débat. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à la négociation avec le secteur bancaire.
Pardon, j'étais en train d'essayer de dire en même temps les questions et c'était une très mauvaise idée parce que j'ai perdu le fil. Vous avez dit quel était le… non, les banques au départ ont annoncé dans un des premiers comités de veille, on dit le secteur bancaire va accompagner les entreprises, etc., etc. Et on va proposer un report des échéances. On va proposer un report du paiement des échéances pour les particuliers ou les entreprises en difficulté. Ils ont dit sans frais et sans pénalité. Je crois c'était ça les termes exacts. C'était sans frais et sans pénalité. Et ce que tout le monde a compris, y compris moi, c'est que ça voulait dire je reporte je reporte sans qu'il y ait d'intérêt supplémentaire. C'est-à-dire je gèle le crédit pendant 3 mois. Moi, ce que j'ai compris, c'est ça. Je gèle le crédit pendant 3 mois. C'est-à-dire que si j'ai un crédit qui court, un crédit, mettons, particulier sur 10 ans, je ne paye rien pendant 3 mois et à la fin des 10 ans, je vais rajouter 3 mois supplémentaires. C'est ce que tout le monde a compris. Et la grande incompréhension de tout le monde vient de là, c'est que tout le monde a compris, 98% en tout cas des gens ont compris ce que moi-même j'avais compris. Et donc, ça a créé une grande frustration parce que quand les gens sont partis à la banque, ce qu'a fait la banque, c'est que les intérêts qui couraient pendant les 3 mois, ils les ont recapitalisés et ils ont recalculé un échéancier qui prenait en compte, qui augmentait parce qu'il y avait des intérêts qui eux-mêmes étaient recapitalisés. Les intérêts eux-mêmes généraient des intérêts. Et ils ont fait un calcul simple, les gens, c'est qu'ils se sont dit, si je veux garder la même échéance, qu'est-ce que ça fait à la fin? Et à la fin, sur un crédit moyen, ça rajoutait en moyenne 11 mois de remboursement. Donc, quelqu'un arrêtait un crédit pendant 3 mois et les intérêts qu'il générait pendant 3 mois, quand ils étaient recapitalisés, généraient et qu'on gardait la même échéance, généraient une échéance en fin de course de 11 mois supplémentaires. Et ça a fait un scandale. Nous-mêmes, la CGM a saisi au départ de toute façon, le courrier est sorti, mais bon, peu importe. Mais on a saisi le secteur bancaire en disant il y a des choses qui ne vont pas. Et je pense que dorénavant, le dialogue est réétabli. Et le secteur bancaire fait des efforts. Bon, d'abord, ils ont fait beaucoup d'efforts dans le versement des salaires. Un des paquets dont je n'ai pas parlé, c'est la partie sociale, qui est traitée aussi par le CVE, mais je pourrais y revenir. Mais ça a été géré par la CNSS et le secteur bancaire. Et verser 1000 dirhams en moyenne à 4 millions à 3 millions et demi de foyers, ce n'est pas simple. C'est pas simple ni d'un point de vue logistique, ni sur la… Enfin, c'est pas un sujet simple. Et elles ont joué le jeu sur ça, elles ont bien fait leur boulot. Et le fait qu'on n'en ait pas entendu parler, c'est-à-dire que personne n'a vu un step de manifestation, de révolution dans la rue, c'est aussi parce que les gens ont été servis, les gens ont été payés chez eux, et ça, c'est très important. Maintenant, sur la question des intérêts, elles ont fait un premier pas qui est quand même significatif hier, les banques, dans le CVE d'hier, puisque on a annoncé que pour tous les intérêts intercalaires dont je parlais d'abord, ils sont pris en charge maintenant par l'État et par les banques pour toutes les personnes qui ont un crédit dont l'échéance est inférieure à 3 000 dirhams. Et également sur les crédits conso dans un plafond de 1 500 dirhams. Ça veut dire que les intérêts qui sont générés pendant ces 3 mois-là sont pris en charge par l'État et par le secteur bancaire. Donc, les banques reviennent peu à peu. Uniquement pour les échéances inférieures à 3 000 dirhams? Uniquement? Oui, parce que 3 000 dirhams, grosso modo, ça veut dire que on parle essentiellement des personnes physiques, ça veut dire que c'est un employé qui gagne probablement au-dessus de 8 000 dirhams. Donc, c'est une mesure qui est là pour accompagner ceux qui sont à des revenus faibles. Maintenant, pour les autres, et cette mesure est importante, ça représente 1 milliard de dirhams de coût. Hein. Quand même. Tout ça, c'est 1 milliard de dirhams. Très, très bien. Je vois que le temps passe très vite. Moi, je voudrais bien qu'on passe à la phase de la reprise. Mais j'ai une question qui est revenue plusieurs fois. C'est justement, à un moment donné, le chef de gouvernement avait incité l'administration à accélérer le paiement, le traitement du dossier au niveau des marchés publics. Mais certains de nos amis reviennent avec beaucoup de questions sur le fait que ça continue à être géré de la même chose, de la même manière. Et il y a beaucoup de retard de paiement. Et malheureusement,
on est dans un esprit de solidarité, l'entreprise fait des efforts, tout le monde fait des efforts, mais j'allais dire entre parenthèses, le fonctionnaire derrière le bureau ne fait pas l'effort, peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce sens? Non, il y a une mesure qui va, j'espère, être annoncée au prochain CVE sur les entreprises publiques. Mais là, je crois que dans le compte rendu du CVE d'hier, nous avons dit qu'il y avait que l'État allait supporter les entreprises publiques en leur accordant les moyens nécessaires pour qu'elles puissent faire face à leurs engagements. Mais bon, les entreprises publiques sont des entreprises comme les autres. Enfin, ce que je veux dire simplement, c'est qu'elles sont gérées comme des entreprises. Donc, quand elles ont des difficultés de trésorerie, elles ont des difficultés de trésorerie. Et il faut qu'elles aillent voir leur actionnaire pour leur dire la clé, quand j'ai des problèmes, il faut que tu me donnes de l'argent parce que je ne peux pas faire face à mes engagements. Et donc, il faut faire appel à l'actionnaire qui est l'État. Et là, les entreprises publiques, certaines qui sont en difficulté, ont fait appel à leur actionnaire qui est l'État pour qu'il les finance et pour qu'elles puissent faire face à leurs engagements. Maintenant, le ministre des Finances est très conscient de ça. Et donc, l'État va abonder dans les entreprises publiques pour qu'elles sortent de leurs difficultés et va leur demander de payer en priorité les fournisseurs pour qu'on puisse injecter de la liquidité dans l'économie. Mais bon, il faut savoir qu'il y a des entreprises. Bon, il y en a une, tout le monde le sait, c'est évident parce que il suffit de voir ce qui se passe. La RAM est en très grande difficulté parce que 99,9% des avions sont au sol et elles font face à des charges importantes, personnelles, mais aussi leasing des avions, etc. C'est très important. Mais il faut savoir aussi que l'ONE, par exemple, d'après les chiffres que j'ai eus, et je ne pense pas qu'ils soient officiels, mais ça donne un ordre de grandeur. L'ONE, en mars ou en avril, n'a recouvré que 11% de ces échéances. Ça veut dire qu'ils ont 89% d'impayés. Donc, déjà, ils n'étaient pas en forme avant crise, mais maintenant, si vous voulez faire avec 11% les gens ne payent pas les régies, parce que les particuliers ne payent pas, les régies ne sont pas payées, elles ne payent pas l'ONE. Donc, c'est une grosse crise. Oui, tout à fait. Et on voit un peu la fragilité de l'économie, malheureusement, et c'est un jeu de cartes. Et malheureusement, ça touche le premier, donc le reste suivant. Bon, il y a d'autres questions, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. On avait dit qu'on avait arrêté aux alentours de 16h30. Je voudrais parler de la visibilité, donc au-delà du mois de juin, donc pour le déconfinement. Alors, comment vous voyez donc la suite et quelles sont les mesures qui sont en cours de préparation justement pour accompagner l'entreprise à un décollage économique et que pour notre économie puisse reprendre, Inch'Allah. Bon, comment je vois la suite en toute sincérité, bien malin celui qui pourrait savoir comment est-ce que tout ça comment est-ce que l'activité va reprendre. Bon, d'abord, il y a des questions sanitaires évidentes. On a annoncé un déconfinement le 20 juin, mais il va falloir que le 20 mai, mais il va falloir que le 20 mai, la pandémie continue à être maîtrisée. Les régions qui sont passées à R0 en dessous de 1, c'est très bien, il y en a 7 ou 8. Mais il y a encore Casablanca qui a des niveaux importants. Je crois qu'il y a Limlel qui aussi a des niveaux importants. Donc, il y a une question sanitaire d'abord, c'est est-ce qu'on va réussir à confiner ça, enfin à contenir la pandémie, sachant que c'est quand même une condition pour que ça reprenne. Alors, certaines villes, la CGM a sorti un kit qui a été validé par le CVE et qui permet de reprendre dans les meilleures conditions sanitaires en donnant les principales directives sanitaires qui peuvent accompagner les entreprises. L'État, de son côté, a joué son rôle au maximum sur la question des masques qui ont été produits massivement, même s'il y a eu plein de critiques dessus, mais bon, on s'en est quand même très très bien sorti. Sur la question des gels hydroalcooliques, où je rappelle qu'on n'avait pas d'usine, on a construit une usine, le Maroc a construit une usine en une semaine pour pouvoir servir les gels hydroalcooliques, etc., etc. Donc il y a des mesures sanitaires qui sont là et je crois que vraiment l'État joue vraiment son rôle
pour le contrôle de cette partie-là avec à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Comment est-ce que ça va reprendre? Bon, là, on est en face à, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est bien de le répéter, on est face à une crise qui est exceptionnelle par son ampleur et parce qu'elle touche à la fois l'offre, parce que mais elle touche aussi la demande avec la fermeture des frontières, avec le fait que les gens soient prêts. Donc, on a à la fois une baisse significative de l'offre parce qu'on ne produit plus, parce que les usines sont à l'arrêt, et une baisse significative de la demande parce que la consommation n'est plus là. Et ce qu'on doit faire, et ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'ampleur, enfin quelle est la durée de cette crise-là. On ne sait pas si ça va reprendre. Pourquoi? Parce que la durée dépend de… la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que ça s'arrêtera le jour où il y a un vaccin. Or, on n'a aucune certitude sur le vaccin. Et on a de l'espoir que ça baisse avec la saisonnalité. Maintenant, moi, je n'ai pas l'impression que c'est en train d'arriver. Donc, cette crise peut durer encore un certain temps. Et on ne sait pas si elle va durer 6 mois, 1 an et demi. Parce qu'on ne sait pas non plus comment est-ce que le consommateur va réagir par rapport à tout ça. Moi, je ne sais pas si je vais avoir envie de… Même s'il y a encore un virus qui tourne quelque part, est-ce que j'aurai encore envie de voyager en octobre prochain? Est-ce que je vais avoir envie de changer de voiture en octobre? Est-ce que je vais me dire je vais aller manger au restaurant? Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller manger au restaurant parce que je vais me dire est-ce que la personne qui m'a fait manger s'est bien lavé les mains, etc. Donc, comment est-ce que les habitudes de consommation vont changer alors que le virus existe encore et combien de temps ça va durer? Aucune idée. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit essayer de résister le plus longtemps possible pour qu'en sortie de crise, on ait un niveau de production, c'est-à-dire un appareil productif qui soit le moins impacté possible. Et il faut qu'on ait une demande qui reprenne, qui puisse reprendre d'une certaine manière. Sur la question de l'appareil productif, il faut qu'on ait des mécanismes pour réduire les charges des entreprises, pour les aider à passer cette phase. Par exemple, un hôtel qui est à l'arrêt, il a 0 revenu. Donc, à un moment, il a des salaires à payer, il a des charges bancaires, il a des leasing, il a des loyers peut-être, il a des taxes locales, etc. Toutes ces charges fixes doivent être réduites au maximum et on doit l'accompagner à un moment ou à un autre. Il n'y a pas le choix. Si on ne l'accompagne pas, il va mourir. Donc, il faut que ce soit un choix assumé. Et le choix assumé, c'est de dire on doit sauver, le choix qui est assumé par l'État, par le CVE, par l'ensemble des parties prenantes, c'est qu'on doit accompagner l'appareil de production pour qu'on sorte de crise avec le maximum d'entreprises possible. Sur la question de la demande, il y a une bonne partie de la demande qui est tirée par la demande intérieure et par la commande publique, pardon. Et sur la question de la commande publique, nous avons poussé, nous prenons et nous continuons et nous sommes alignés avec l'État sur ça. La commande publique doit rester à des niveaux importants. Donc, on ne peut pas aller couper dans la commande publique, on ne peut pas avoir une politique d'austérité qui est de dire j'arrête parce que je suis en difficulté, je n'ai pas de revenus en face, j'arrête la commande publique. On préfère s'endetter et on préfère prendre 10, 15 points d'endettement supplémentaire en proportion par rapport au PIB plutôt que de couper dans la commande publique parce que bien plus que les autres pays, le Maroc dépend beaucoup de la commande publique. Deuxième sujet sur la demande, il faut qu'on pousse une préférence nationale qui servira à la fois qui sert à plein de choses, qui sert d'abord par la demande publique à générer un sentiment d'appartenance et c'est important. 2, qui sert à préserver les entreprises qui créent de l'emploi et l'économie nationale qui crée de l'emploi. Je préfère aider, c'est tout à fait naturel. Je préfère orienter ma commande vers allez, on va prendre des exemples de l'EMI, vers un Colorado qui a sa peinture en local plutôt que vers une entreprise où c'est de la peinture qui est importée. Et c'est normal parce que Colorado crée plus d'emplois que l'entreprise qui importe.
Et puis la troisième raison, c'est qu'on est dans un contexte où on perd à peu près 200, l'ordre de grandeur, c'est entre 150 et 200 milliards de dirhams de devises. Pourquoi? Parce qu'on a 50 milliards de MRE qui baissent. Ils vont peut-être envoyer 30 ou 20 au lieu des 50, parce qu'eux-mêmes sont en difficulté dans leur pays. On a le tourisme qui apporte 60, 70, qui est à zéro. Vous me direz, il y a aussi du tourisme qui ne sort pas. Mais bon, en devise, il est à zéro quand même. Vous avez l'automobile qui n'a pas exporté pendant un certain temps et qui reprendra doucement. Et c'est 100 milliards de dirhams, grosso modo, d'export. Donc, on perdra encore 20 ou 30 là-bas. Donc, dans un contexte où la devise devient une denrée rare, il faut aussi qu'on favorise la valeur ajoutée locale marocaine parce qu'on a besoin de préserver aussi nos devises en plus de supporter notre économie nationale. Donc, si vous avez et ce n'est pas qu'une question d'entreprise nationale, c'est une question de valeur ajoutée locale. Parce que si c'est une entreprise marocaine, société marocaine, qui importe, qui rajoute 5 ou 10% de marge et qui revend, ça fait très peu de valeur ajoutée locale. Si c'est une entreprise qui importe, qui ramène 20 de matières premières, qui transforme localement et qui revend à 100, ça fait une part importante de valeur ajoutée locale. Et c'est ces entreprises qu'on doit supporter plus que d'autres. Donc, les mesures sont sur la question de supporter l'offre, sur le soutien de l'offre. C'est des mesures de contingence des charges fixes et c'est des mesures d'accompagnement sur les financements de relance, soit par des mécanismes de dette avec des taux abondés, des délais de grâce sur les paiements et des échéances longues et surtout des mécanismes d'octroi automatique en pourcentage de chiffre d'affaires ou en pourcentage de masse salariale, soit des mécanismes de dette mezzanine, donc de quasi-fonds propres, soit des mécanismes de fonds propres qui seraient, si on le fait, probablement sectoriels par des fonds sectoriels qui puissent, et peut-être plutôt pour les grandes entreprises, mais des fonds sectoriels qui puissent injecter renforcer les fonds propres des entreprises qui se retrouveront en difficulté du fait du Covid. Donc, 4 mécanismes sur les contingences de charges fixes, 2 grands mécanismes de financement, et ensuite, il va falloir aussi 2 grands mécanismes de support de la demande, donc préférence nationale et commande publique. Et ensuite, il faut régler quelques problèmes structurels de notre économie, type l'informel, type la sous-bancarisation, type les complexités administratives par le biais pendant cette période-là. C'est le moment de bancariser les gens. C'est le moment de faire sortir les gens de l'informel en les bancarisant. Parce que l'État, c'est le moment où l'État donne de l'argent. Il n'y a aucun moment dans l'histoire de n'importe quelle économie où il est plus intéressant d'être dans le formel que dans l'informel. Donc moi, je suis en train de donner tous les mois de l'argent à des gens qui sont malheureusement à l'arrêt. C'est le moment de dire, en tout cas c'est une idée que la CGF pousse, c'est le moment de dire, puisque je donne, je peux imposer de donner sur un compte ou au moins sur un compte mobile pour que les personnes rentrent dans une logique d'inclusion financière. Tout à fait. Je pense qu'on arrive à la fin. Je voudrais qu'on parte avec une note positive. Donc, en parlant justement d'opportunités. Donc, et on a vécu des exemples extrêmement intéressants. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, le Maroc a mis en place une usine de fabrication de gel, extrêmement intéressante l'idée et l'expérience. Et on a également pu fabriquer nos propres masques et également on a développé des respirateurs. Donc, est-ce qu'à partir de ce que nous avons vécu, on peut effectivement voir que notre industrie se développera et l'État encouragera un certain nombre d'industriels à justement développer et la recherche et le développement et en même temps aider ces industriels à s'installer et quelque part, parce qu'au niveau mondial même, les États sont en train de chercher à développer leur autonomie et leur indépendance par rapport à l'usine du monde qui est la Chine. Et donc, je pense que pour nous au Maroc, on a également un rôle à jouer et donc développons. Donc, à partir de ces expériences-là, est-ce que vous voyez les opportunités, puisqu'on est entre entrepreneurs, et pour qu'on ne parte pas sur une note
négatif sur des opportunités qui se présentent ou qui pourraient se présenter pour les industriels ou d'autres peut-être activités. Le service peut-être. Ah, le service dans le digital d'ailleurs. Oui. Non, bon, d'abord, il y a une certitude, et ça c'est de l'histoire, c'est que les grandes fortunes se font en temps de crise. Ça, c'est clair que toutes les crises amènent des grandes opportunités, et dans toutes les crises, il y a des gens qui en sortent avec des grandes fortunes. Il y en a beaucoup qui perdent, mais les grandes fortunes se font dans les crises. De tout temps, tout pays confondu, toute histoire confondue. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des opportunités, soit parce que la dynamique mondiale va changer. Vous le disiez, les gens ont compris qu'ils étaient trop dépendants de la Chine, à la fois sur les aspects, pas simple, sur des aspects économiques. Ça s'est démontré par les masques, ça a été démontré par le fait qu'une grande partie des intrants des médicaments se fabriquaient en Chine ou en Inde. Ça a été démontré parce que des pièces utiles pour monter une Peugeot, une Renault, il n'y avait qu'un seul fournisseur qui était en Chine et en Inde. Donc, c'est clair qu'il va y avoir un mouvement de redistribution de l'industrie mondiale où il va y avoir certaines industries qui vont être relocalisées dans les pays européens ou américains, ou à minima, où il va y avoir une diversification. À minima, ce sera une diversification des sources d'approvisionnement. Peut-être qu'il ne va pas y avoir, peut-être que tout ne reviendra pas en France, en Allemagne, etc. Mais peut-être qu'ils vont se dire, je peux diversifier mon risque un peu en Chine et un peu ailleurs. Et là, on a, nous, de vue de la proximité qu'on a avec l'Europe et de par les références qu'on a sur l'aéronautique, sur l'automobile, sur le textile et sur l'industrie nationale, on a une place à prendre parce qu'on a une position géographique, on a des références, on a une relation avec l'Europe et on a des infrastructures portuaires, etc., qui nous permettent de bénéficier plus que d'autres de ces opportunités. Qui c'est qui nous ressemble le plus? À mon avis, probablement l'Égypte, parce qu'ils ont aussi des atouts à faire valoir, ils ont cette proximité, ils ont des infrastructures. Maintenant, je pense qu'on a un coup à jouer sur ça. Il va falloir être malin et poussé. Mais ce qui est très clair, c'est que les temps de crise apportent des opportunités. Deuxième grand type d'opportunité pour les entrepreneurs, opportunité morbide, mais bon, il y en a. Comment on va sortir? Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté malheureusement et beaucoup d'entreprises qui vont être en vente ou en recherche de nouveaux actionnaires. Et probablement que ça va générer de grosses opportunités en sortie de crise. Ok, merci. Je vais abuser un peu de votre gentillesse. On va prendre 3 ou 4 questions et peut-être on terminera à moins quart et à moins 10. D'accord? Avec plaisir. Ok. J'ai jusqu'à moins quart. D'accord. Merci. Après, je rentrer dans une autre conférence. Oui, pas de problème. J'invite nos amis, s'ils veulent poser des questions, de lever la main. Donc, vous avez la possibilité de Il y a notre invité, c'est Redouane Agoudal, qui a la main. On a joué dans la main, c'est Agoudal. Ah, très bien. Oui, très bien. Merci, monsieur Simadi Tassi, merci, c'est Wahed, c'est Zaid pour la qualité, on va dire, de l'Ibina. J'apprécie énormément ce que vous faites. Donc, je pense qu'on s'est rencontrés à Nimna parce que je suis le secrétaire de la CGM de la région de Nimna. Donc, en fait, ma question, c'est, vous l'avez dit, Simadi, donc aujourd'hui, on est en train de vivre une grande crise. Et je pense que ce qui compte aujourd'hui pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est d'avoir le courage, comme disait Tchajel. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est le courage de continuer. Parce que face à cette grande crise, donc on en a vraiment besoin. Ça, d'une part. D'autre part, donc on a besoin quand même de la visibilité et surtout d'un engagement de l'ensemble des parties prenantes. Parce que moi, je gère un petit groupe d'affaires et je suis en train en fait, de vivre à travers le groupe d'affaires les différentes difficultés. J'ai des entreprises qui sont en arrêt à 100%, j'ai d'autres entreprises qui sont en arrêt à 50% et j'ai des entreprises qui continuent quand même à travailler. Donc, je suis en train de vivre en fait
l'ensemble des difficultés. Je pense que le problème qu'on est en train de vivre, c'est surtout avec les banques. Donc, ils n'ont pas encore joué le jeu. Ils traitent en fait les dossiers comme si c'était les temps normal. Donc, avec les documents qu'ils nous demandent, le temps de traitement. Je donne l'exemple le mécanisme oxygène. Donc, en principe, ce qui a été dit, c'est qu'inférieur à 2 millions de dirhams, donc on n'a pas besoin de l'aval de la CCG, mais ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, les banques, ils demandent l'aval, la CCG pour tous les montants. Ça d'une part, d'autre part, donc c'est en fait, ça n'a gère une entreprise dans laquelle on est en train de se développer avec des auto-entrepreneurs. Donc, on est un réseau d'auto-entrepreneurs. En fait, on fait du facility management avec des auto-entrepreneurs. Et on est beaucoup appelé par des auto-entrepreneurs justement pour les mécanismes d'accompagnement. Je pense que Mehdi, le mécanisme qui a été mis en place, de donner des crédits gratuits à ces auto-entrepreneurs, c'est très important. Mais en fait, le filtre qui a été mis en place, par définition de filtre, donc on a 70% d'auto-entrepreneurs ne vont pas bénéficier. Donc, et le problème, c'est ça. C'est que parce qu'on leur demande les déclarations, les dernières déclarations. Donc, ils doivent déclarer au moins un mois en 2019 ou en 2020. Donc, imaginez si donc, avec le programme d'Intelaqa, donc il y avait beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont souscrits à la dynamique entrepreneuriale. Juste après, donc il y avait la crise du coronavirus, et du coup, les auto-entrepreneurs n'avaient pas le temps de faire leurs premières déclarations. Et automatiquement, donc on les a raillés de ces mécanismes en fait et de contribution de l'État. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est drôle, je vais être obligé de te couper, mais pardon. On va prendre peut-être 3 ou 4 questions et après je donnerai la parole à M. Mehdi pour répondre. Il y a d'autres intervenants, Cizé? Je pense qu'on peut reprendre les questions qu'on a déjà écrites. Donc, on peut les lire. Oui. Je pense qu'il y a des... Voilà. Des conversations. J'ai vu qu'il y a des questions très importantes, comme celle, y a-t-il des réflexions au niveau de la comité de veille pour un accompagnement des entreprises post-crise pour renforcement des capacités de démarrage rapide? Je pense que déjà c'est un sujet qui est déjà discuté. On peut prendre un autre. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu pour ramener les banques à s'inscrire activement et diligemment pour pallier à cette crise? Injection de fonds, financement de projets avec une aversion au risque, disons, citoyen. Sinon, les mesures de report des dettes comme occasion pour se faire encore plus de profit, c'est juste... Bon, ce sujet, je pense qu'il est déjà discuté. Alors qu'au niveau des entrepreneurs qui participent aux appels d'offres, donc le dépôt des soumissionnaires, des soumissions aux appels d'offres n'est pas possible au niveau de certaines régions ou villes. La seule possibilité est la soumission électronique, procédure avec Barit al-Barrib, qui n'est adoptée que par une minorité des entreprises. Est-ce que c'est possible de proposer de report des appels d'offres jusqu'à après le déconfinement? C'est une question importante. Moi, personnellement, je suis en train de vivre cette situation. Je pense que c'est des questions auxquelles nous avons répondu. Je pense que la seule qui est posée de vive voix est celle d'Agouda. Je pense que les autres, je l'ai lu quelques-unes et on a déjà apporté la réponse. C'est pour répondre à cette question comme ça. Pour la question des auto-entrepreneurs, on peut, il faut que vous me détaillez, vous m'expliquez vraiment pour que je comprenne le problème. Maintenant, quelqu'un qui a démarré il y a 15 jours avant et qui demande un crédit, je comprends que ce soit difficile. Vous me direz, c'est pas de chance, mais à l'inverse, il y a aussi la situation inverse. Il faut voir le truc des deux côtés. Il faut voir aussi de l'autre côté qu'il y en a 300 qui vont venir en disant Tiens, là, j'ai démarré hier, attendez le crédit. Donc il faut qu'il y ait un minimum de contrôle. La banque ne peut pas venir en
en donnant 15, 20 000, 30 000 dirhams de crédit à quelqu'un qui dit en fait, là, j'allais démarrer, mais je n'avais pas encore démarré, s'il te plaît, donne-moi un crédit. Ça, ce n'est pas possible. C'est normal. Et c'est infinançable partout dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas. Ça, si c'est ça, le hadar, on ne peut pas les défendre un truc comme ça. Parce que peut-être qu'il y en a 20, 30, 40, 100 qui sont effectivement dans ce cas. Mais c'est ouvrir la porte à 3 000, 4 000, 5 000 qui vont dire donc ça, c'est pas possible. Sur la question des banques, il y a ce qui a été fait. Il y a un élément supplémentaire, c'est que les banques se sont engagées hier en CVE à ne pas demander de garantie supplémentaire pour étendre les. Donc, c'est écrit dans le document dans le comité le compte rendu du CVE. Pas de garantie supplémentaire pour accorder les crédits. Pas de garantie, c'est important. Parce que les banques ont. La première phase, ça a beaucoup joué sur ça. Sur la question des appels d'offres, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le problème. Donc, à ce moment-là, on peut échanger. Zaid, si tu veux, tu envoie-moi l'information et là, je regarderai. Très bien. Donc là, je pense que nous avons suffisamment abusé de votre. Avec plaisir, au contraire. On a débordé de 15 minutes. Aucun problème. Le délai que nous avons imparti. D'autant plus que vous avez un engagement après. Je voudrais vous remercier pour votre partage, pour l'engagement que vous avez démontré au nom de la CGM et donc les travaux qui ont été effectués. Nous sommes très reconnaissants pour Haqqa et nous espérons que notre pays dépassera, Inch'Allah, la pandémie et qu'à titre individuel et en nos entreprises, on essaiera, Inch'Allah, de sortir avec un développement et saisir justement les opportunités qui s'imposent, voire même changer notre façon de faire en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant également que fonctionnaire et en tant que gouvernement. Et je pense que, alhamdoulilah, le Maghreb a démontré qu'il s'est distingué par rapport à d'autres pays par la manière avec laquelle il a géré cette pandémie, cette crise, et les mesures qui ont accompagné. Et tout ça, il y a également les efforts qui ont été déployés et le fonds qui a été remis par Sa Majesté pour justement dépasser cette pandémie. Et je pense que tout ça a fait que, alhamdoulilah, on est en train de chercher à dépasser cette pandémie. Je vous remercie énormément et je remercie l'optimisme que vous dégagez malgré la difficulté par laquelle nous sommes en train de passer. C'est extrêmement important, je pense, pour cette période-là. Je vous laisse le mot de la fin et après, la parole la donne à Zaid. Merci à vous, merci à tous. J'étais très, très heureux de partager avec vous et je vous invite à garder de l'optimisme et vous dire d'abord qu'on n'est pas les seuls. C'est tout le monde entier dans cette situation. Deux, on a mieux réagi, alhamdoulilah, que la plupart des pays pour l'instant. Il faut que ça continue. Troisième message, je crois qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt parce que Mazel, on n'est pas sorti de l'auberge, donc il faut garder raison. Ce n'est pas une honte d'être confiné chez soi. Au contraire, c'est un acte citoyen. Donc, il ne faut pas avoir honte de se faire travailler à la maison si vous pouvez, pour ceux qui peuvent. Et puis il y aura de belles opportunités, Inch'Allah, en sortie de crise. Donc, et on profitera mieux de tout ce qu'on sait faire avant. Tout ce qu'on faisait avant, on en profitera plus. Sortir, aller au restaurant, aller à la plage, voyager, ça nous paraîtra comme étant de… On va reprendre goût à toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr, Inch'Allah. Donc, soyons résilients et profitons du temps qui nous reste. Inch'Allah. Donc, d'accord, je vous remercie, Cézé, pour votre volontarisme. D'ailleurs, on a remercié depuis le départ, alhamdoulilah, que vous étiez à l'écoute de notre demande. Et là, sur cette optimisme, notre club d'entrepreneurs, on va continuer un ensemble de webinaires qui vont être dans cette optique-là. Et on va préparer des propositions, des webinaires de réflexion pour comment les entrepreneurs peuvent travailler avec cette crise. Et Inch'Allah, Madame Fouzia, il y a un ensemble avec Madame Fouzia, notre présidente de club.
que je vais donner la parole quand même. Le point qui est très important, c'est au niveau de comment ça va fonctionner, Inch'Allah. Et là, j'ajoute que pour les gens qui sont intéressés à avoir l'enregistrement, je vais vous envoyer sur le message mon email pour que je vous envoie le lien de l'enregistrement. Donc déjà là, parce que c'est enregistré. Encore une fois, je remercie Sitazi, Sinjum Bari, merci à vous, merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. 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 Madame Fouzia, je vous donne la parole pour parler de... Oui, oui. On va prendre juste 3 minutes. Fouzia, فينك؟ Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, je tenais aussi à remercier encore une fois Sitazi du temps qu'il nous a consacré. On a un petit peu débordé sur le temps. Il y a encore des questions. On est encore resté à notre fin. Hein. Moi, je vois un petit peu le fil des questions. Et voilà, donc on se doit de répondre un petit peu aux différentes questions qui sont restées en instance. Et j'invite, je saisis l'occasion d'inviter tous les participants à venir travailler avec nous sur les prochains webinaires, hein, parce qu'on est tous concernés. Tout à l'heure, j'ai dit une intelligence collective. C'est une situation inédite et on ne peut pas, c'est-à-dire à peu de personnes trouver, c'est-à-dire toutes les solutions, trouver tous donc, j'appelle à la fédération, j'appelle à participer plus pour tous les entrepreneurs et toute la communauté des émistes à participer à ces webinaires qui sont des plateformes d'échange et qui sont des plateformes qui nous laissent un petit peu connectés à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité pour pouvoir non seulement être spectateur mais aussi participer activement à la définition justement de certaines actions. Merci beaucoup Sitazi, merci mes amis. C'est Zaid, c'est Jambari et toute l'équipe, c'est Erdogan, toute l'équipe qui a travaillé pour la réalisation justement de ce webinaire et vivement pour le prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. 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 On sourdine, voilà. Voilà, donc on était à 85 participants. Ouais, exactement. Juste pour parler un petit peu du taux de participation. Et voilà, donc merci à tous pour ce premier webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, on annoncera le prochain, Inch'Allah, du club entrepreneur où ça va être fait aussi comme un accord avec le club Think Tank qui a été mis en place, présidé par Mounir Dreyfus. Voilà. Merci. Très bien. Très bien. Merci Fouzia, merci Cédric. Merci à tous. Merci. Merci.